Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à l'analyse de l'épisode 5 de Watchmen. Et même si nous sommes peu nombreux apparemment, il fait bon être spectateur, voire même être fan de cette série qui confirme, épisode après épisode, la profondeur de son scénario et sa qualité visuelle, et cette fois autour d'un épisode consacré à Wade Tillman, alias Mirror Guy. Mais oui, je sais, son pseudo c'est Looking Glass, mais il pourrait s'appeler Mirror Guy hein, s'il voulait, c'est même l'agent Blake qui le dit alors. Mais revenons plutôt sur le concept d'ensemble de ce 5e épisode qui multiplie les jeux de miroir et de symétrie, tout comme l'avait fait le 5e numéro du comics Watchmen, puisqu'en effet, initialement il avait été publié sous un format épisodique, avant d'être réuni bien sûr en intégrale qu'on peut acheter maintenant. Rappelez-vous dans l'épisode 4, alors qu'elle était en voiture avec Angela, l'agent Blake affirmait qu'il y avait toujours un traumatisme derrière la décision de porter un masque, et on peut dire que l'histoire personnelle de Wade Tillman vient confirmer cette théorie. Les deux caractéristiques essentielles de Looking Glass sont son masque et sa capacité à distinguer mensonge et vérité. La symétrie est parfaite avec son traumatisme fondateur, à savoir un mensonge qui le laisse seul et pétrifié au cœur d'une maison de miroirs, le tout couronné par la chute du faux monstre alien tentaculaire dont l'onde psychique tuera 3 millions de New-Yorkais. Et on remarque au passage que cette foire se tient à Hoboken, le lieu de naissance de Frank Sinatra, dont certaines des chansons accompagnent l'épisode. Et dans ce palais de glace, l'ambiance, entre étrangeté inquiétante et séduction, m'a sérieusement fait penser aux Twin Peaks des années 80. Je ne sais pas si c'était volontaire dans la réalisation, mais c'était bien agréable. Et c'est donc sur l'inoubliable saxo du tube mondial Careless Whisper de George Michael que Wade a dû se faire la promesse intime de ne plus jamais se faire avoir par un mensonge, d'où le développement de sa formidable capacité. Malheureusement, la kryptonite de son pouvoir réside dans sa solitude et son désir si humain d'être aimé. Quand une femme s'intéresse à lui, il perd sa capacité à discerner le vrai du faux, du moins sur l'essentiel, ce qu'elle ressent vraiment pour lui. Pour ce qui est de son masque miroir, on apprend qu'il est composé d'une matière nommée réflectatine qui est supposée protéger des ondes psychiques. Wade en a même tapissé l'intérieur de sa casquette, dont il ne se sépare jamais, et on peut évidemment y voir une référence au tinfoil hat, le chapeau d'aluminium en français, avec lequel on représente toujours, ou presque toujours, la caricature des conspirationnistes craignant les aliens. Mais le truc avec cette série Watchmen, c'est qu'elle est tellement bien écrite, tellement bien interprétée, qu'on n'a jamais envie de se moquer de Wade Tillman et de ce Careless Whisper de George Michael, ou encore de ses futiles protections contre ce drame qui a vraiment bouleversé sa vie. Et son bunker s'inscrit bien sûr dans cette obsession des chutes de calamars. C'est EDS qui lui fournit le système d'alarme, aussi bien que les rouleaux de réflectatine. On remarque qu'il lui envoie un catalogue papier. Il faut dire que dans l'univers de Watchmen, Internet n'existe pas. Wade porte donc son masque dès qu'il le peut, notamment en dégustant des haricots froids directement dans la boîte, ce qui est une référence directe à la relation purement utilitariste que Rorschach entretenait avec la nourriture dans le comics. Il le porte même pour dormir, en contemplant le lit vide qui était sans doute occupé auparavant par son ex-épouse Cynthia. Même avec son ex, la référence au miroir revient, avec la notion de 7 ans de malheur quand on en casse un. La vie de Wade reste marquée par la solitude et la peur, une peur qu'on retrouve dans le titre de cet épisode, Little Fear of Lightning, qui est une référence à une ligne de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, et en français le passage complet ça donne « La foudre sans les roulements du tonnerre effraierait peu les hommes, bien que le danger soit dans l'éclair, non dans le bruit ». Et on retrouve la référence à cet ouvrage marquant lorsque Wade demande à la nouvelle arrivante du groupe de parole si elle est une amie de Nemo, sachant que le capitaine Nemo a notamment fait face à l'attaque du Nautilus par un calamar géant. La capacité de Wade à saisir la vérité cachée des gens est mise à profit alors qu'il observe des groupes de tests face à différents produits ou publicités, une observation qui se fait évidemment derrière une glace sans teint. Au passage, on remarque Michael Imperioli des Sopranos dans la pub pour New York, une publicité qui comporte d'autres clins d'œil, notamment au programme Millennium de Adrian Veidt, mais bon, rien d'indispensable à développer ici. Wade se retrouve aussi à juger des enfants qui goûtent des céréales Happy Harry, du nom du propriétaire du bar dans lequel Rorschach sévissait pour obtenir des informations en brisant des doigts à des innocents comme à d'éventuels coupables, et le smiley est une autre référence assez évidente. On peut souligner également que le thème du faux semblant, en lien avec celui des illusions et des miroirs, est au cœur de cet épisode. Il faut dire que c'est un énorme et monstrueux canular qui a façonné la vie de Wade Tillman. Et même si l'agent Blake veut que la police de Tulsa retrouve l'église de la vidéo, on découvrira avec Wade qu'on était encore une fois dans les faux semblants puisqu'il ne s'agissait que d'un décor. Mais au fait, je vous avais déjà dit que cette série est vraiment géniale, non? Ben voilà, je le fais maintenant que ce soit bien clair pour tout le monde.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'agent Blake a vraiment du flair puisqu'elle a posé un micro dans le cactus de Mirror Guy, le seul à qui Sister Night était susceptible de faire vraiment confiance. Encore un bel exemple de la capacité de Laurie à juger des caractères. On a donc appris ce qu'étaient exactement les pilules que Will avait laissées à sa petite fille Angela. Il s'agit de Nostalgia, un médicament développé par True Industries, mais ensuite retiré du marché pour de trop nombreux effets secondaires, notamment la psychose. Et le principal objectif de ces pilules consiste à permettre à l'utilisateur de revivre certains de ses souvenirs. L'identification des pilules nous permet de découvrir le développement de la génétique dans le monde de Watchmen, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la pratique est aussi révoltante qu'effrayante, avec tous ces clients égoïstes et demeurés qui demandent une copie génétique de leur animal de compagnie sans se poser la moindre question éthique. Au passage, le fait que tous les employés soient des jumeaux permet de jouer sur la thématique de l'épisode du miroir, tout en laissant supposer que l'eugénisme s'est éventuellement aussi développé dans cette société. Mais revenons aux pilules Nostalgia. Grâce au Pitipédia, le site compagnon de la série, nous avons accès à une publicité de présentation de ce médicament, réputé pour notamment dégénérer en psychose, comme je le disais, sachant que le pire du pire consiste à surdoser et à prendre les pilules d'une autre personne, exactement ce qu'a fait Angela. Il ne fait guère de doute que l'épisode 6 nous permettra enfin de découvrir la vie adulte de Will Reeves par l'intermédiaire d'Angela, et d'après la bande-annonce de l'épisode, il sera en noir et blanc, exactement comme Pale Horse, le film réalisé par Steven Spielberg dans cet univers, à la place de la liste de Schindler, qui se caractérisait lui aussi par la présence du rouge comme unique couleur via le manteau d'une petite fille. Pour le moment, nos perceptions des années 40 et 50 dans la série passent par les extraits de American Hero Story, avec cette fois une scène gay entre Hooded Justice et Captain Metropolis, au plus grand désarroi de Wade qui mange ses haricots. Il faut dire que cette relation homosexuelle entre les deux justiciers des années 40-50 ne sort pas de nulle part, puisqu'il y avait un clair sous-entendu à ce sujet dans les comics, mais sans jamais aucune certitude. Les réflexions de Dale Beatty au sujet de l'émission American Hero Story sont toujours aussi savoureuses, avec un autre de ses rapports internes au FBI que personne ne lit sauf moi sans doute. Il y évoque le style du réalisateur qui insiste sur les effets de photographie plutôt que sur le drame vécu par Sally Jupiter lors de l'agression sexuelle dont elle fut victime aux mains d'Edward Blake, le comédien. Dans la description que fait Dale Beatty, on reconnaît non seulement le style dans l'extrait de la relation gay dans la série à l'intérieur de la série, mais surtout on reconnaît les planches de Dave Gibbons du comics, ce qui permet de rappeler que l'avis de Beatty reste somme toute subjectif. Une chose est sûre, la question de l'identité véritable de Hooded Justice, le premier justicier de l'ère moderne américaine, reste au cœur du récit, et justement c'est par un petit dialogue secondaire qu'on nous le rappelle, lorsque Red Scare et le panda discutent de la question et que le panda estime qu'en fait Hooded Justice n'était autre que le docteur Manhattan qui avait voyagé dans le passé. De mon point de vue, il serait maintenant décevant que Hooded Justice ne soit pas Will Reeves, il serait tellement ironique que le premier justicier masqué américain du monde de Watchmen soit un noir, que l'occasion franchement est trop belle pour être manquée. Et je vous rappelle le parallèle avec le cas bien réel cette fois de Bass Reeves, cet homme né esclave et qui par la suite est devenu le premier noir US Marshal. Beaucoup pensent d'ailleurs que ses exploits ont servi d'inspiration pour l'un des tout premiers héros de fiction américains, le Lone Ranger, représenté blanc bien évidemment. Et j'ai envie d'ajouter que quand on connaît un petit peu l'histoire du cinéma de super-héros américain, eh bien la coïncidence autour de ce nom de famille Reeves est quand même assez exceptionnelle, puisqu'on sait que c'est d'abord George Reeves et ensuite Christopher Reeve qui ont incarné les premiers et marquants interprètes de Superman. Et si ce n'était pas suffisant pour vous convaincre, on sait que dans les travaux de préparation du comics Watchmen, le personnage de Hooded Justice a failli s'appeler Brother Knight. Voilà qui semble être un commentaire très méta avec le pseudo d'Angela, Sister Knight, et peut-être que Will se peignait les yeux de blanc quand Angela se les peint de noir. Et si finalement on apprenait que Will Reeves n'est pas Hooded Justice, je pense au moins qu'il sera lié à la disparition de ce dernier, qui pourrait éventuellement aussi être une sorte de criminel psychopathe, une piste qui est aussi évoquée dans les comics. Concernant Cal, le mari d'Angela, aucune information à son sujet dans cet épisode, mais plus j'y pense et plus je crois qu'il est bel et bien le docteur Manhattan sous une forme ou une autre. Il aurait même pu construire le fameux manoir avec Topher, étant donné qu'on voit qu'il joue beaucoup avec les enfants, ce manoir qui correspond à celui qu'on voyait le docteur Manhattan créer et détruire sur Mars. Autre grande absente de l'épisode, Lady True, enfin presque, puisqu'on trouve sa marque jusque dans les laitues de la 7e cavalerie. Impossible pour le moment de savoir avec certitude si les actions de la 7e cavalerie s'inscrivent dans le plan plus large sans doute de Lady True et de Will, mais je vois mal Will collaborer avec une espèce de branche du Ku Klux Klan. Le hasard d'une rencontre avec une membre du groupe de terroristes était trop gros pour une série d'un tel niveau d'écriture, et il s'agissait donc forcément d'un piège parfaitement tendu pour le pauvre Wade, l'œil qui fait autant penser à celui du calamar interdimensionnel
interdimensionnel qu'a celui de Sauron est un symbole très frappant, mais c'est surtout la fenêtre de téléportation CX-924 qui frappe l'enquêteur aussi bien que nous. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo d'analyse, il faut savoir que la technologie de la téléportation avait été développée elle aussi par Adrian Veidt en 1985 en préparation du fameux canular monstrueux du calamar interdimensionnel, sachant que dans mes souvenirs, Adrian Veidt avait réussi à développer cette téléportation en observant certains des pouvoirs du Docteur Manhattan. Un lien avec le Docteur Manhattan qu'on retrouve avec la lueur bleue à chaque fois qu'une téléportation survient. La 7e cavalerie n'est donc pas composée que de ploucs, d'ailleurs celle qui a séduit Wade est radiologue, et voilà qui mis bout à bout avec les piles du premier épisode et le Big C comme cancer évoqué lors du rencard par Wade au sujet du sucre qui favorise bien sûr le cancer, et bien tout ça pourrait bien nous faire penser à un attentat en rapport avec le cancer après je ne sais pas comment. Là encore, il faut savoir que dans les comics, Adrian Veidt avait répandu la fausse rumeur selon laquelle les pouvoirs du Docteur Manhattan favorisaient le développement du cancer autour de lui, et cela pour isoler ce demi-dieu bleu et l'empêcher d'interférer avec le terrible plan d'Adrian. Un plan que Wade découvre enfin, petit cadeau du sénateur Keane Jr. dont les liens avec la 7e cavalerie n'étonneront personne. Dans l'échange entre Keane et Wade, on remarque avec intérêt que Mirror Guy ne croit pas le sénateur quand il affirme que l'ancien chef de police Judd menait comme lui une cellule de la 7e cavalerie. Le doute demeure donc autour de Judd Crawford. Autre référence lorsque le sénateur dit à Wade qu'il laisse la décision entièrement entre ses mains en lui laissant la télécommande, c'est exactement ce que Hector Godfrey, le directeur du journal New Frontiersman, disait à son stagiaire Seymour dans la toute dernière phrase du comics, alors que le jeune homme s'apprêtait à mettre la main sur le journal de Rorschach dans la pile des conneries reçues par courrier. La disposition des écrans diffusant le message de Veidt destiné à Robert Redford rappelle celle de la base de Veidt lui-même alors qu'il suivait le déroulement de son plan. Au sujet du plan, on remarque qu'Adrian Veidt souligne qu'il en est l'architecte, ce qui est encore un easter egg super subtil puisque c'est un épisode d'Au-delà du réel, le 3e de la saison 1 nommé Les Architectes de la Peur, qui a inspiré Alan Moore pour le plan de Veidt. Et au passage, on peut remarquer qu'on aperçoit la photo de Robert Redford président au commissariat. Mais restons avec Adrian Veidt qui a parfaitement organisé, comme toujours, sa projection au-delà du dôme créé sur cette lune qui correspond finalement à Europe, une des lunes de Jupiter, le tout avec en musique, en fond, Clair de lune de Debussy. Veidt avait donc compté les corps pour former son message et il avait calculé l'exact moment du passage d'un satellite pour l'envoyer. Et on ne voit pas le nom complet de la personne qui l'appelle à l'aide, mais il semble très peu probable qu'il s'agisse du Docteur Manhattan malgré la lettre D, puisque ce dernier est très certainement le fameux dieu qui a abandonné là tous les clones et qui a apporté Adrian sur place pour commencer. Et du coup, la grande question qui se pose consiste à savoir qui Adrian Veidt peut-il bien appeler à l'aide depuis la surface d'Europe, cette lune de Jupiter. La lettre D peut éventuellement faire penser à Dreiberg, le hibou numéro 2, mais de ce qu'on en sait, il est en prison, donc ça semble très peu probable. Autre possibilité, ce serait éventuellement le prénom de Lady True qu'on ne connaît pas. On ignore également quel destin sera celui de Wade Tillman alors que 4 terroristes débarquent chez lui. Ce qui est certain, c'est que même après ces révélations, Wade reste incapable pour le moment de se défaire totalement de la routine rassurante qui lui permet de gérer son syndrome post-traumatique. Puisque des questions à ce sujet continuent de faire surface dans les commentaires, j'aborde à nouveau The Mandalorian, la série Disney+, j'en ai parlé sur Twitter ou encore sur la section communauté de la chaîne, à laquelle je vous invite à jeter un œil de temps en temps pour vous tenir au courant, mais en gros je ne traiterai The Mandalorian que quand la série sera officiellement et légalement disponible en France, c'est-à-dire au 31 mars, notamment par respect pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui veulent justement la regarder légalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, notamment vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Et si vous ne le faites pas alors que vous avez aimé la vidéo, je serai dans l'obligation de vous attacher avec de la réflectatine dans le pod de Looking Glass en vous passant en boucle la scène de Hooded Justice et Captain Metropolis. Et ouais. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!